fait les plans et tout, on sait exactement ce qu'il veut mettre. Mais ça, franchement, il n'y a pas du tout de creux, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'endroit de vision. Partout, il y a l'expo, c'est pas bon. Donc c'est ici, un petit peu ça, ici, là, il y aura les dessins des gosses qui vont être là. Il y aura un vélo qui sera mis là pour bloquer l'accès en haut. Et puis comme ça descend, quoi, les gens ils descendent et hop, ils ont la salle tout bas. Voilà, c'est pour qu'ils aillent en bas. Ouais, ici, il y a un stand. Enfin, tout est. Il y a un mec qui s'amuse. Tu vas bien, il y a un mec qui est venu, qui a fait toute une mesure. Il a fait un plan, 2D. Bonsoir. Non, si on a des choses de vraie valeur, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est des vraies cartes postales, tu vois, des trucs originaux. Ils ne veulent pas des copies, les copies ça les intéresse pas. Alors si on a effectivement, si toi, chez toi, personnellement, tu as des documents d'origine, on les bienvenus, on trouvera une place, sachant que c'est un frais, quoi. Vous savez, j'ai trouvé une belle photo du château. Ouais, du coup, Afida va me faire voir où elles sont les photos là quand même. Oui, parce que voilà, je me dis, c'est peut-être pas blindé, quoi. Ouais. Bon, enfin, Mais l'avait dit, hein. Mais elle dit qu'il passait à travers les gouttes de manière un peu miraculeuse. Oui, il n'est pas capable de suivre tout seul, s'il n'y a personne. Non, mais même, il est pas en état de sortir de l'hôpital. Non, c'est grave, hein, ce qu'il fait. T'as fait un petit truc, hein? C'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Ça m'en fout. Non, Delphine, elle avait des prises. On va le voir tout de suite. Si vous voulez bien prendre place, on va commencer le conseil municipal. On va commencer par l'appel. Burger Alain. Bueno Séverine. Présente. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Procuration. Lang Jean-Jacques. Présent. Olofsson Nina. Présente. Spadon Jean-Pierre. Présent. Sor Corinne. Présente. Martin Daniel. Présente. Madonna Myriam. Présente. Berega Afida. Présente. Koksu Etem. Miou Daniel. Nesli David. Absent. Marazzato Sophie. Présente. Griset Hélène. Morel Antoine. Procuration. Reto Mathieu. Luc Caroline. Présente. Chafaoui Sarah. Présente. Pelletier Jacques. Chitriclair Marie-Claude. Présente. Nous avons le quorum, nous pouvons délibérer. Le secrétaire de séance, est-ce qu'il y a un volontaire pour le secrétariat de séance? Jean-Jacques Lang. Donc là, on va commencer par la révision des tarifs périscolaires et extrascolaires du centre de loisirs. Il y a l'approbation avant Du procès. Merci, madame Chef. Approbation du compte-rendu du précédent conseil. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Oui, je vous en prie. Alors, j'étais absente sur ce conseil-là et je ne figure pas, j'avais une procuration, M. Reto avait ma procuration, ça ne figure pas sur le. Prenez
les notes, Madame Croissant. D'autres commentaires sur le précédent conseil? Parfait. On va passer à l'ordre du jour. Donc là, les anciens tarifs du centre de loisirs, les Trois Pommes, ne sont plus en adéquation avec la situation actuelle. Vous savez qu'on a quand même eu une renégociation au niveau des tarifs et on se retrouve avec une restauration scolaire qui a augmenté de plus de 3,5%. Et on avait des modes de calcul qui n'étaient pas adaptés ou pas très lisibles. Donc le dossier a été présenté aux élus en réunion de travail le 8 février 2023. Le calcul du coefficient familial T1, T2, T3 et sertois extérieur est déterminé en fonction des ressources et de la composition du foyer. Les demandes d'aide seront à formuler au niveau du CCAS. Donc il vous est donc proposé au Conseil de revoir les tarifs d'accueil du centre de loisirs Les Trois Pommes comme suit. Donc là, avant de commencer l'étude des tarifs, on va juste vous présenter le budget 2022 du centre de loisirs. En réalité, au niveau de nos dépenses, nous avons 471 851 € de dépenses pour 251 000 € de recettes, soit un reste à charge pour la commune de 220 000 €. Donc ça représente les parents en bourse, grosso modo 39% du coût. La commune est pratiquement à 47% et les dotations représentent un peu plus de 14% des recettes. En ce qui concerne l'organisation du centre de loisirs, vous avez ici en jaune tous les accueils qui sont en périscolaire, vous avez la restauration et vous avez les mercredis et les vacances où on a 5 types d'accueils avec la journée complète, les demi-journées avec repas matin ou après-midi et les demi-journées sans repas matin ou après-midi. Donc si vous avez des questions, vous intervenez au fur et à mesure, qu'on ne revienne pas dessus. En ce qui concerne la fréquentation, on a 210 enfants qui fréquentent le centre de loisirs pour 137 familles. On a pratiquement 86% de la fréquentation qui est essertoise. On a 8,8% des T1, 24,63 de T2 et les T3, donc les familles les plus aisées, représentent près de 53%. Et nous avons 14% d'extérieur. Donc ce qui vous est proposé au niveau des accueils périscolaires du matin et du soir, donc on a choisi d'avoir une même tarification, c'est-à-dire un coût horaire identique pour la totalité, on a juste un coefficient multiplicateur en fonction des ressources. Donc tous les tarifs ont été alignés avec le même coût horaire. Les T1 sont au même coût horaire, c'est en fonction du taux, en fonction du temps passé. Et donc là, vous avez les tarifs qui sont marqués. Donc le matin de 7h30 à 8h20, c'est 1,32, 1,39, 1,47 pour les essertois, 1,91, 2 et 2,09 pour les extérieurs. Le matin, à midi de 11h45 à 12h15, c'est 0,79, donc ça c'est le périscolaire, donc il n'y a pas de restauration sur cette partie-là. 0,79, 0,84, 0,89, 1,15, 1,20 et 1,26. Donc le taux horaire reste le même, le coefficient multiplicateur reste le même en fonction de la catégorie T1, T2, T3, essertoir et extérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été présenté en réunion de travail avec les tarifs qui étaient appliqués. Si vous avez des questions ou sur la compréhension du... En ce qui concerne la restauration scolaire, donc là on avait la restauration scolaire, on est passé de 3,41 à 3,53. Donc grosso modo 3,5% sur la restauration TTC. Donc dans le calcul qui a été exécuté, on a tenu compte de cette restauration. C'est-à-dire que dans les barèmes, on a la restauration d'un côté et le coût passé de l'autre côté. Donc pour le réajustement des tarifs, il suffit simplement de revoter et de changer juste les tarifs qui ont été mis en place. Donc pour les essertois, un enfant, ça nous fait 5,20 pour la première catégorie, 5,63 pour la deuxième catégorie, 6,07 pour la troisième. Pour les extérieurs, 5,23, 5,67 et 6,11. Donc il a fallu qu'on fasse un effort pour ne pas se retrouver avec des différentiels de tarifs qui soient trop importants par rapport à ceux qui étaient calculés avant. Donc on n'a pas les mêmes coefficients multiplicateurs que sur le précédent tableau. À partir du deuxième enfant, il y a eu une réduction à 4,98, 5,36, 5,74.
toutes les réductions sont appliquées sur le temps passé, pas sur le coût de la restauration. Et les accueils avec repas, donc c'est le repas qui est fourni par les familles, sous réserve de prescription médicale bien sûr, avec un 1,96, 2,48, 2,99 pour les dessertois, et 2, 2,52 et 3,04 pour les extérieurs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre de la restauration scolaire? Question, tout est clair pour tout le monde? Parfait. L'accueil extrascolaire, donc ça correspond au mercredi ou aux vacances scolaires. Le prix du repas part de 3,41 à 3,53, donc c'est exactement le même barème que celui qui a été appliqué pour la restauration scolaire. On a le goûter à 0,25 parce que les gamins, quand ils sortent de l'école, ils sont pris en charge donc, en ce qui concerne le goûter. Et on se retrouve avec les journées avec repas, les demi-journées sans repas et les demi-journées avec repas. L'accueil complémentaire, il se fait au taux du périscolaire, donc c'est le même taux que celui qu'on a vu sur le premier tableau. Donc en ce qui concerne les dessertois, la journée est à 12,78, 13,32 et 13,95. Donc c'est vrai que pour arriver au même coefficient multiplicateur, le différentiel n'est pas identique pour toutes les catégories. On a des catégories qui ont une augmentation de tarifs qui est un peu plus importante. Mais on aura au moins une régulation au niveau des tarifs et un mode de calcul qui soit explicable. Avant, on avait un coût horaire par mode de calcul. Donc on avait 72 coûts horaires différents. Donc là, on n'aura plus ça. Donc les demi-journées avec repas, c'est là où on aura le plus d'augmentation, puisqu'on avait un tarif qui était un peu moins, 9,03, 9,36, 9,75, 13,60 pour les extérieurs, 14,26 et 14,92. Et les demi-journées sans repas, donc vous avez les horaires, 8h, 12h30 ou 13h30, 17h30, 4, 4,24, 4,52 et 7,32, 7,8 et 8,28. Toujours les mêmes coefficients de multiplicateurs. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait éclaircir? Tout va bien? Parfait. En ce qui concerne le pass ado, on a décidé de faire exactement les mêmes coûts que ce qui concerne l'extrascolaire, avec les journées avec repas, les demi-journées, les journées avec repas, demi-journées avec repas et demi-journées sans repas. C'est exactement les mêmes tarifs que la restauration scolaire. Que l'extrascolaire, oui. Coût identique à l'extrascolaire. Question? Oui, il y a un peu de l'arsène. Et en ce qui concerne le club ado, vous avez des soirées qui sont exécutées, donc vous avez des soirées qui sont organisées, mais qui sont organisées sans repas, et vous avez des soirées avec repas. Le choix a été fait d'avoir une heure, un coût horaire de 1 pour les dessertoirs, un coût horaire de 2 pour les extérieurs. Et en ce qui concerne le repas, on a le même coût horaire et 2 € pour le repas préparé. Des questions? Calme plat. En ce qui concerne les tarifs des séjours, on s'est rendu compte que au niveau des tarifs des séjours, ils étaient à 27 €, ce qui nous faisait une participation au niveau de la commune de plus de 70% sur les séjours. Donc on a choisi deux tarifs différents, 40 € par jour pour les dessertois et 63 € par jour pour les extérieurs. Dans l'explication, en ce qui concerne les tarifs, on était à 60 €. On donne quand même. Donc en partant sur des barèmes comme celui-là, à 40 € pour le séjour, grosso modo les parents payent 40% et la commune assure 60% du budget. En ce qui concerne les extérieurs, c'est la groupe qui est inversée, c'est-à-dire qu'on a 60% pour les parents et 30% pour la commune, 40% pour la commune. Et en ce qui concerne les sorties avec les prestations, elle est en fonction du type de sortie, les sorties classiques, patinoire, cinéma, néo-laser, 4 tarifs appliqués en fonction du quotient familial. Et pour les sorties spéciales, pour les parcs d'attractions et les loisirs, vous avez exactement les mêmes barèmes. Donc 2, 4, 6, 8 ou 10, 15, 20 et 25 en fonction du barème. Des questions? Donc on a surtout essayé d'avoir un mode de calcul qui soit reproductible sur la totalité, au moins sur tous les créneaux, et qui puisse se modifier relativement facilement dans le cadre des augmentations tarifaires ultérieures.
Donc les accueils en période de vacances pour les bénéficiaires de l'aide au temps libre, ATL et de la CAF, leur montant sera déduit du tarif correspondant à la tranche. Donc on a vu tout à l'heure, dans le tableau précédent, qu'en ce qui concerne l'aide au temps libre, vous avez une prise en charge de la CAF, donc ce qui fait que pour les ATL1, le coût du séjour sera à 27, puisqu'il y a 13 € d'aide au temps libre, et pour les ATL2, il n'y a que 11 €. Voilà. Et c'est la même chose pour les extérieurs. Ce qui rendra quand même les séjours un tout petit peu plus accessibles. Donc il est demandé au conseil municipal d'arrêter les tarifs tels que proposés ci-dessus pour une application à compter du 10 juillet 2023. Donc il n'y aura pas d'augmentation des tarifs pendant cette année scolaire. On va attendre la fin de l'année scolaire pour l'application des tarifs. Et de m'autoriser à mettre à jour tout support de communication comprenant les 10 tarifs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Parfait. On met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération, rénovation de l'éclairage public. Donc ce dossier vous avez déjà été présenté en conseil municipal le 11 octobre dernier au moment de la demande de subvention. Pour rappel, la commune avait entamé son programme de rénovation de l'éclairage public en 2022 par la zone sud. En 2023, donc elle souhaitait poursuivre ce programme de remplacement des lampes sodium par des lampes LED, moins énergivores dans le cadre des économies d'énergie, sur la zone nord de la commune. Donc, pour rappel, l'estimation globale de l'opération s'élève à 132 018 €. Considérant que le programme des travaux d'éclairage public 2023, considérant que la commission d'appel d'offres devra se réunir pour attribuer le marché, considérant que les crédits nécessaires au financement des travaux ont été inscrits au budget primitif 2023, donc il vous est donc demandé d'approuver le lancement d'une consultation pour un MAPA en application des articles 21-23-1 et R 21-23-1 à 8 du Code de la commande publique dans le cadre de la deuxième phase du projet de rénovation d'éclairage public, et d'autoriser donc le maire à signer le marché à intervenir et toutes pièces y afférentes. Des questions? Sur ce marché, on y reviendra à la fin, parce que vous avez peut-être entendu parler que l'État a mis en place un fonds vert. Un fonds vert, voilà. Donc on est parti sur l'environnemental, Voilà. et les demandes qui ont été faites, on a passé ça au précédent conseil pour faire la demande de la DETR, donc des territoires ruraux et l'investissement local. Et au niveau de la préfecture, ils vont choisir la bascule sur le fonds vert ou sur l'éligibilité sur le fonds vert. Donc notre rénovation de l'éclairage public va passer sur le fonds vert et nous obliger à refaire une nouvelle demande qui correspond au fonds vert. Ça veut dire qu'il y aura un peu plus de disponibilité sur la DETR et le DECIL, sachant qu'il y a grosso modo, je crois, sur le département, pas loin de 2 millions d'euros sur la totalité du département qui sont passés en fonds vert. Donc on y reviendra après dans le cadre des informations. Donc on passe au vote, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, la 23-0103, concerne le marché adapté de la rénovation de la voirie pour la deuxième phase. Comme donc le dossier précédent, nous avions déjà évoqué dans un précédent conseil municipal, je crois que c'est celui du mois de janvier, il s'agit de poursuivre notre programme de rénovation des voiries déjà entrepris en 2022. L'objectif étant de traiter les rues dont les chaussées sont les plus dégradées, mais aussi de faire de l'entretien préventif dans certaines rues. L'estimation globale pour cette deuxième tranche de travaux s'élève à 187 500 € TTC. Considérant le programme de la deuxième phase de travaux de rénovation des voiries, considérant que la commission d'appel d'offres devra se réunir pour attribuer le marché, et considérant que les crédits nécessaires au financement des travaux ont été inscrits au budget primitif 2023, donc il vous est donc demandé d'approuver le lancement d'une consultation
consultation pour un MAPA en application avec les articles L2123-1 et R2123-1 à 8 du Code de la commande publique dans le cadre de la deuxième phase du projet de rénovation de la voirie, et d'autoriser donc le maire à signer le marché à intervenir et toute pièce y afférente. Des questions? Non. Qui est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Mise en place du télétravail. Ah oui. Délibération du compte 23-0-04. C'est le marché adapté de l'aménagement d'une passerelle. Donc, pour rappel aussi, donc, le projet concerne la création d'une passerelle permettant de relier les abords de la rue du Général de Gaulle au niveau de la rue de la Dynamique à la coulée verte qui longe le canal de la Route-Saône. Cette passerelle sera accessible aux piétons et aux cyclistes. Elle permettra de traverser la commune en toute sécurité sans avoir à longer la RD 19. Estimation globale de cette opération, 167 610 € TTC. Donc, considérant le programme d'aménagement de la passerelle, considérant que la commission d'appel d'offres devra se réunir pour attribuer le marché, considérant que les crédits nécessaires au financement des travaux ont été inscrits au budget primitif 2023, vous est demandé d'approuver le lancement d'une consultation pour un MAPA en application avec les mêmes articles, voilà, et d'autoriser donc le maire à signer le marché à intervenir et toute pièce y afférente. Des questions? C'est bien silencieux ce soir. Ouais. Donc là, sur ce marché, on a effectivement fait une demande de la DETR, juste une demande de la DETR et de la DECIL. Il semblerait qu'on puisse avoir des subventions supplémentaires en ce qui concerne la mobilité. Voilà, donc on va sûrement refaire un dossier. On a suivi un webinaire cet après-midi et il faut que ce soit fait pour la fin avril. Voilà. Donc on rentrerait effectivement dans ce cadre-là, puisqu'on rejoint une liaison douce. On a une passerelle qui nous permet d'éviter toute la montée de la rue, donc on vous tiendra au courant. Par contre, les travaux, si on est recevable, éligible à cette mobilité durable, le lauréat sera décidé qu'au mois de septembre. Donc ça veut dire que les travaux de la passerelle, on va être obligé d'attendre, si on est éligible, le résultat du lauréat. On ne peut pas commencer les travaux avant. Donc on aura sûrement peut-être un retard en ce qui concerne la passerelle pour obtenir une subvention complémentaire. C'est un fonds de l'État ou c'est un fonds départemental ou régional? Régional. Du moins, si c'est bien ce que j'ai compris cet après-midi sur la mobilité durable. Madame Croissant, vous l'avez su. Mais on est peut-être éligible également au FEDER. Ça, c'est des fonds européens. Ouais, alors là, c'est un peu plus compliqué. Mais, voilà. priori, Mais ça se on essaiera de trouver le maximum de subventions pour réaliser l'ouvrage. À partir du moment où c'est dans l'air du temps, que ce soit le fonds vert ou la mobilité, on se retrouve maintenant dans le principe de l'environnement et des économies. Donc avec un peu de chance, on devrait quand même s'en tirer un petit peu mieux que ce qu'on a prévu au départ. Ok. J'avais en son temps proposé une variante dont je peux regretter qu'elle n'ait pas été trop discutée. Et cette fois-ci, on a découvert en réunion l'autre jour qu'il y a maintenant un détour supplémentaire pour déplacer cette passerelle du côté de Chalon-Villard, Oui. au motif qu'un des voisins ne pourrait pas se baigner sans être vu. Non, c'est pas qu'un des voisins ne pourrait pas se baigner, c'est au motif que le canal surplombe les deux propriétés voisines. Et c'est vrai que ça créerait des nuisances. Dans un cadre comme celui-là, ça dévers le détour qui a été prévu, on va faire grosso modo une vingtaine de mètres. Voilà. Donc si on peut éviter les nuisances sur les propriétés qui sont sur le côté gauche, enfin en partant sur SR, je préférerais nous éviter ce type de discussion. Et au départ, on avait imaginé passer sur le terrain qui est en jachère, juste en face du surplomb. Visiblement injoignable. Voilà. Aucune nouvelle, rien. Mais la discussion pourra toujours intervenir, mais c'est vrai que la passerelle, je ne la vois pas sur la deuxième partie, sur l'autre chemin. Parce qu'on a deux voies rurales, une au niveau du garage
un petit peu plus loin en face de la ferme, et un chemin communal en face de lotissement d'Excity. Donc c'est vrai que l'idéal aurait été d'utiliser qu'une seule passerelle pour les deux chemins. Ça me paraît compliqué d'aller faire la totalité du chemin sur le dessus. Mais ça se discute toujours. D'autres questions? J'aurais voulu demander une question. Oui. Est-ce que Allez-y. c'est possible? Oui, allez-y, va. Vu le calme de la soirée, je crois qu'on peut se permettre. Bon, vous avez pensé à la passerelle. C'est pour les nouveaux Essertois. Les anciens, on n'a jamais compté. Ça, je peux vous le dire. Moi, je prends le chemin en face de chez Monnier. Oui. Bon. Je fais toute la coulée verte jusqu'au bus et puis je retourne. Vous allez faire la passerelle. Mais est-ce que le chemin là va être nettoyé? Je sais que c'est à la navigation. Oui, Je me bats ça vient avec. Oui. Et ils le font qu'une fois dans l'année. Le mois d'avril, mai, juin, je n'y vais plus à cause des tiques. La semaine dernière, j'y suis allée, c'était jeudi, il y avait un arbre qui était tombé. J'ai 80 ans, je peux vous le dire. J'ai essayé de le desserrer, impossible. C'est même pas la J'ai peine. dû escalader l'arbre. J'ai téléphoné donc à la voie navigable. Oui. Bon, dimanche, il n'est encore pas fait. Hein. Donc, ça va y rester, je pense, un certain temps. Alors, on fait pour les nouveaux, mais pour les vieux desserts, je peux vous dire qu'on ne fait rien. J'ai demandé une passerelle il y a quelques années, c'était M. Bertrand, vers chez Monnier. Il y a une passerelle impeccable. On m'a répondu qu'il y avait d'autres choses à faire. Et puis maintenant, on en fait une parce que... Bref. Alors, le chemin n'est pas nettoyé. Il y a des moments, je ne peux pas y aller. Mais je sais que ce n'est pas vous. C'est la navigation. Oui. J'ai téléphoné parce que de l'autre côté de la voie, la coulée verte, c'était macadamie. J'ai dit pourquoi vous nettoyez pas plus souvent. Ils le font une fois dans l'année. Hein. Ils n'ont pas d'argent. Non, parce que la coulée verte de l'autre côté, c'est le département. Donc Voilà. le département a une concession avec VNF, ce qu'ils n'ont pas du côté de Voilà, chez nous. mais est-ce que c'est pas possible que vous puissiez demander pour que ça soit quand même un peu plus souvent nettoyé? Ah, on peut toujours demander et vous garantir qu'on obtiendra satisfaction Mais quand je je vois n'ai ce qu'ils pas sont avec. capables. L'état dans lequel ils laissent les arbres près de l'écluse, là où on a la moitié des arbres qui sont tombés à l'intérieur et ça leur pose pas plus de problèmes De que toute ça. façon, tout le long de la coulée verte, Voilà. moi je vais J'ai même peur que jusqu'à l'herbe de Monnier. l'autre côté reste pendant un moment. C'est inimaginable les arbres qui sont dans le truc. Oui, Personne ne nettoie. non. Bon, ben là maintenant j'ai un arbre. Cette semaine je vais aller voir aussi les TT séries, je retéléphone. Mais là, de toutes les façons, vous pourrez vous faire d'illusions quand vous voyez les dégâts qu'il y a eu au niveau des immeubles, là, avec la berge qui s'est effondrée. Ça va faire 2 ans et le problème est toujours pas traité. Ah ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les sous pour faire le travail. Ils ont bien des sous pour faire d'autres choses. Donc je me permets, je connais personne ici, vous devez dire que celle-là, je réclame bien des choses. On ne va pas lui donner. Eh bien moi je vous dis ce que je pense. Ben, vous avez Pour bien les fait. anciens, C'est surtout que ça concerne les autres, donc c'est beaucoup moins gênant pour nous. voilà. hein. Je suis une ancienne dessert. Quand j'ai demandé la coulée verte, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas demandé. Hein. Alors maintenant, pour l'arbre, il faut que j'aille voir. Mais c'est la semaine dernière, je vous jure que je l'ai escaladé. J'ai eu du mal. J'ai dit, pourquoi je tombe pas dans le... Et j'étais toute seule. Hein. Parce que des fois, je Vous vais n'êtes avec pas une prudente. voisine. Comment? Vous n'êtes pas prudente. Ben oui, mais il fallait que je repasse. Je n'ai pas voulu refaire. D'habitude, je vais avec une voisine, alors on va jusqu'au bout où il y a l'arrêt du bus, on revient de l'autre côté. Ça nous fait. Mais là, ben, Donc on essaiera d'interroger VNF au moins pour qu'ils essayent d'avoir au moins de 2 nettoyer fois. leur tronc d'arbre. Ils le font au mois de juin, Oui, qui coupe toute l'herbe. c'est tout. Bon, là, donc j'ai téléphoné tout de suite, parce que j'ai des numéros, hein, puis je ne les perds pas, ça je le dis. Et ben, Continuez à les assaillir, ça nous arrange. Oh, ben nous et dimanche, il n'était pas desservi. Alors là, je vais aller voir cette semaine et puis je recommencerai. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir animé la soirée. Moi, je suis venue, c'est surtout pour la coulée verte, hein, parce que bon, c'est vrai que la coulée verte, je vous jure, ça m'intéresse. Mais vous avez parlé des 2 voisins avec les piscines. Oui. Bon, il y en a un, c'est vrai qu'il n'est pas couvert, mais moi je me promène souvent, je ne l'ai jamais vu dans sa piscine. non, mais... C'est pas
parce que vous allez vous promener, si vous y allez en hiver, vous avez peu de chance d'y boire. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Pourtant, vraiment, on n'y passe sur la voie. Mais celle de droite, il a tout entouré. On ne voit plus la piscine. C'est pour ça qu'on passe sur la droite. On va monter sur la droite pour recréer. Voilà. Et par contre, je vais vous dire encore une autre chose. Quand je passe le chemin là, pour aller sur la colline verte, ces voisins-là que vous dites bien, ils ont bien coupé les arbres, des branches. Vous savez où c'est? Sur le chemin communal. Personne ne dit rien. Sur le chemin communal de descente? Oui. Pas celui du côté de M. Moniz. Oui, celui de l'autre côté, celui en face du lotissement. Voilà. Eh bien, ils ont bien coupé les arbres. Hein, ça, mais... Eh ben, on passera voir. Quand je parle, je dis, mais c'est pas possible, on a tout. La déchetterie, tout. Eh bien non, c'est par terre. Ah oui, il laisse les branches au sol. Ben, je vous dis ce que je pense, hein, ma foi. Voilà. Monsieur Burger a pris note. Oui. C'est noté. Ben voilà, c'est tout. Je vous remercie. Mise en place du télétravail. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Non, pardon. Tant pis. J'étais équipé dans mon élan déjà, j'ai failli passer le sujet. Donc sur ce dossier, qui est contre? Un contre, qui s'abstient? Adopté. Il en manque une. Ah, pardon. Vous partez au mauvais moment. Elle arrive. Si, elle arrive. C'est de l'abstention, ça. Quand on Marie-Claude, t'as voté ou pas? quand on quitte le... T'es d'accord ou pas? Elle est d'accord. Je sais pas pourquoi. Allez. Je suis avec la fille de Jacques. Et oui, papa. Mise en place du télétravail. Donc, la transformation numérique a bouleversé les modes de vie et produit des effets importants sur le monde du travail. Le développement du télétravail en fait partie. Donc, la présente délibération définit les modalités d'organisation du télétravail. Le télétravail concerne potentiellement l'ensemble des agents, sous réserve que l'exercice des fonctions en télétravail soit compatible avec la bonne organisation du service, que leurs fonctions ou leurs activités soient compatibles avec une organisation en télétravail et qu'elles puissent alimenter la période de télétravail, qu'ils disposent de l'autonomie nécessaire à l'exercice de fonctions en télétravail et qu'ils satisfassent aux conditions relatives au logement et prérequis techniques. Donc certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail. Il est possible de partir sur la détermination suivante. Donc, seront possibles en télétravail la rédaction de rapports, de dossiers, de notes circulaires, la saisie et la vérification de données, la préparation de réunions, la mise à jour des dossiers informatisés, l'administration et la gestion des applications, des systèmes d'exploitation à distance, la saisie de données et la saisie de factures. Un agent pourra accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peut être identifié et regroupé. Donc, les locaux mis à disposition pour l'exercice du travail sont le domicile de l'agent. Il doit bénéficier d'accès d'Internet, disposer d'un endroit calme et réservé au télétravail et être couvert par une assurance multirisque habitation garantissant l'exercice des fonctions en télétravail. Donc, les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données sont la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité, l'authentification, la non-répudiation et l'imputation. L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité. Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur et il doit être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et ou de ses supérieurs hiérarchiques. Le télétravailleur s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procéderont à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétences. L'agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail remise en question.
Donc, le système déclaratif du temps de travail, donc les télétravailleurs doivent remplir périodiquement des formulaires d'autodéclaration. L'employeur met à disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants. Donc, un ordinateur portable, un accès à la messagerie professionnelle, l'accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions et, le cas échéant, la formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. La collectivité met en place une indemnisation forfaitaire par jour de télétravail avec un plafond annuel fixé par arrêté et publié au journal officiel. Donc pour information, c'est 2,88 € par jour au 1er janvier 2023. Le volontariat et les réversibilités sont des principes essentiels à la mise en œuvre du télétravail. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. L'agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l'autorité territoriale qui, sur avis du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Une réponse écrite est donnée dans un délai d'1 mois maximum. Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail doit être motivé et précédé d'un entretien. Lorsque l'employeur souhaite mettre fin à une autorisation de télétravail, sa décision, communiquée par écrit, est précédée d'un entretien et motivée au regard de l'intérêt du service. L'agent en télétravail n'a pour sa part pas à justifier sa décision de renoncer au bénéfice d'une autorisation de télétravail. L'agent en télétravail est soumis aux mêmes règles, aux mêmes obligations générales et dispose des mêmes droits que l'agent qui exécute son travail dans les locaux de l'employeur. La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail est de 2 jours maximum par semaine. L'employeur est attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas source de difficultés et d'inéquité de traitement entre les agents qui peuvent en bénéficier et les autres, et d'une distanciation sociale ou d'isolement. En cas de circonstances exceptionnelles durables, l'employeur peut imposer le télétravail pour permettre de concilier la protection des agents et la continuité du service public. La durée de l'autorisation est de 6 mois maximum, renouvelable. Chaque autorisation fera l'objet d'une période d'adaptation d'une durée de 1 mois et demi pour une durée d'autorisation de 6 mois. Cette période d'adaptation sera réduite proportionnellement en fonction de la durée d'autorisation. Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er juin 2023. Donc il est demandé au conseil municipal de décider l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juin 2023, de valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Des questions? Donc là, vous avez pu constater qu'on a quand même beaucoup de formulations pour un usage au niveau municipal qui risque d'être limité, puisque les conditions de présence ou d'exécution du service sur la commune, on est en général en présentiel, donc ça ne peut se justifier qu'en cas de pandémie comme celle qu'on a éventuellement vécue, mais si le processus n'est pas mis en place, on ne pourra pas l'exécuter. Voilà, donc ce sera pour le moins, à mon avis, de l'occasionnel. Des questions? Vous n'avez eu jusqu'à maintenant aucune demande d'agent pour être en télétravail? Non. Non. Si ce n'est qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de délibération prise, on n'est pas autorisé à l'accorder. Donc ça ne peut être, à mon avis, qu'à titre exceptionnel et sur des circonstances particulières. Vous avez vu que c'est essentiellement la rédaction de rapports, la préparation, mais pas du travail, pas du présentiel. Donc ça limite le nombre de personnes pouvant en bénéficier. Hein? D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sujet suivant. Alors on n'a pas l'unanimité, on verra Marie-Claude. Délibération 230106, création de postes. Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant la nécessité de créer un poste de directrice du multi-accueil emploi permanent compte tenu du départ en retraite de l'agent titulaire, il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi permanent assurant la direction du multi-accueil à temps complet pour l'exercice des fonctions de direction
d'encadrement du personnel, de gestion de la structure, de suivi des enfants fréquentant la structure à compter du 1er avril 2023. Cet emploi pourra être pourvu par des fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale. Il est demandé au conseil municipal d'adopter cette proposition ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs. Des questions? Oui. Juste deux petites choses. Dans les visas, la loi 84-53 n'existe plus. Elle a été abrogée. Et vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ouvrirai au cadre d'emploi des EJE. Parce que si vous avez quelqu'un qui se... et c'est le problème qui se pose, hein, le poste de... Prenez le micro pour que tout le monde... Donc je disais, j'ouvrirai le poste au cadre d'emploi des EJE. Et pas simplement à ce grade-là, parce que si vous avez quelqu'un qui se présente avec un grade, un titulaire avec un grade d'EJE classe exceptionnelle, vous ne pourrez pas le recruter. Oui, vous voulez ouvrir à la totalité des EJE, à la totalité des catégories. Ça paraît judicieux. Qu'est-ce qui a été supprimé? Quel est l'article qui a été supprimé? La loi 84-53. Et c'est quoi maintenant? C'est le code général de la fonction publique. D'autres précisions ou d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la presque unanimité. On demandera à Madame Critère quand elle viendra. On va passer aux informations diverses, si vous voulez bien. Donc on a déjà évoqué le sujet entre le fonds vert, la DETR et le DECIL. Donc vous savez qu'au précédent conseil, au mois de janvier, on a voté les demandes de subvention en ce qui concerne la DETR et la DECIL. Depuis, l'État a mis en place le fonds vert en ce qui concerne à la fois tout ce qui est économie d'énergie, notamment l'éclairage public. Et ils ont décidé la bascule d'un certain nombre de dossiers sur ce fonds vert. Ça libérera des fonds, et par contre, en ce qui concerne la DETR, on pourra toujours faire une demande au fil de l'eau en fonction des bilans et des sommes restantes, que ce soit DETR ou DSIL. Donc on a refait pour l'éclairage public une demande pour le fonds vert, si ce n'est qu'au départ, en ce qui concerne la DETR et l'éclairage public, on avait une 30% de possibilité de subvention. Avec le fonds vert, ce sera de 20%. Ce que le préfet a annoncé. Donc on verra pour la suite à donner sur ce sujet. Et on verra également en ce qui concerne les travaux, si on ne peut pas en bénéficier en ce qui concerne les travaux d'isolation, notamment, on y reviendra tout à l'heure avec le multi-accueil. On vous le présentera. Deuxième sujet, c'est l'école Cousteau. L'éducation nationale nous a averti qu'on allait avoir 2 fermetures de classe sur l'école Cousteau. Une fermeture sur la maternelle, mais la maternelle, on le savait déjà, puisqu'on l'année dernière, on avait déjà eu une division de classe pour conserver la classe, donc il n'y aura pas de litige sur cette fermeture. Par contre, on a rencontré l'inspecteur d'académie, justement pour la deuxième, en faisant valoir que, la perte, elle était temporaire et seulement de 3 élèves sur la totalité, que les travaux, la commune avait fait pour pas loin de 40 000 € de travaux pour la classe supplémentaire, et qu'on sait pertinemment, dans les prévisions d'effectifs, que l'année prochaine, on en accueille 10 de plus. Donc on est vraiment dans une situation fermeture-ouverture. Donc on a pris rendez-vous avec Madame Tanzi pour essayer de défendre notre dossier. Madame Tanzi. C'est la DDV, la directrice d'éducation sur Belfort, la directrice départementale. Dazen. Directrice académique. Directrice académique. Donc on vous tiendra au courant du résultat de l'entretien. Visiblement, M. Kay, l'inspecteur, a reçu favorablement nos arguments. Il a constaté simplement que ce serait peut-être une aberration de fermer cette année pour ouvrir l'année prochaine. Voilà.
Donc tant qu'à garder autant les effectifs, surtout pour 3 élèves, pour un écart de 3 élèves. Surtout qu'à la rentrée d'après, il y aura 16 élèves de plus. C'est ça. Et l'année d'après encore, il y aura... Enfin bon, à la rentrée, là, c'est 124. La rentrée 2024, ce serait 140. Et la rentrée 2025, ce serait 135. Voilà. Donc on a vraiment une petite chute. En sachant que sur Tazief, on est déjà également dans le cadre largement dans le cadre des effectifs décidés par l'Éducation nationale. Cela étant, on n'a pas le choix, c'est Madame Tanzi qui décidera en dernier ressort de la fermeture, en sachant que sur le département, elle a 9 postes à fermer. Voilà. Donc en espérant que notre école remplira suffisamment de conditions pour qu'on ne soit pas choisi. Il faut mobiliser les parents. Les parents sont déjà mobilisés puisqu'ils ont préparé une lettre, mais la lettre reprend les arguments qui ont été développés déjà avec monsieur l'inspecteur d'académie et qu'on développera avec madame Tanzi. Voilà. On a tous les mêmes motivations en ce qui concerne le maintien de la classe à l'élémentaire Cousteau. Jean-Jacques, un petit mot sur le PLU. Oui, un petit mot, là, ton écran, là, il est donc c'est une information sur le PLU. Donc il a été proposé au public de donner leurs commentaires du 1er février au 3 mars, donc cette période étant échue. Donc nous avons constaté 4 consultations, 4 personnes se sont présentées et aucune remarque notée sur le registre. Donc nous considérons que le dossier est bouclé et ce dossier sera présenté au prochain conseil municipal du 11 avril. Bon, on a déjà assez dit. Oui. Donc c'était des modifications, on va dire, d'ordre technique sur le règlement, sur des hauteurs de clôture. Il y a eu du stécal aussi par rapport au fait d'extension des écuries du Tremblay. Et puis bon, des petites modifs, voilà. Donc ça avait été développé dans plusieurs conseils. Donc c'est à l'issue de ça que normalement on doit pouvoir voter la modification de notre PLU, modifier les textes réglementaires. Donc ce sera le règlement qui sera modifié et mis à la disposition du Grand Belfort pour instruire les nouveaux permis d'aménager ou les permis, on va dire, de travaux. Et donc il y aura un plan de zonage aussi qui définira les modifications de stécal et les modifications qu'on a adoptées, donc notamment également le reclassement de la zone de la deuxième tranche Nexity en zone UB, donc zone urbanisée, plutôt qu'une zone 1AU. Voilà. Donc elle a été reclassée en zone normale, puisque aujourd'hui toutes les parcelles avaient été commercialisées. Voilà, il y a un terrain qui est acheté mais pas viabilisé, pas construit. Voilà. Donc c'était essentiellement les modifications. Donc c'est une étape importante de notre PLU et puis de notre règlement qui va assouplir les règles, notamment par aussi les panneaux solaires. Donc j'en parle parce qu'aujourd'hui, toutes les semaines qui tombent, on a une demande d'installation de panneaux solaires. Ça devient rapidement à la mode. Et donc ce nouveau règlement permet de l'installer en surface, alors qu'avant on devait les incruster dans, on va dire, à la place de tuiles. Donc ça simplifie les choses, ça réduit le montant d'installation, et donc ça favorise l'installation. Et ça augmente le rendement, puisque ça permet de ventiler davantage les panneaux. Voilà, c'est vraiment le bon sens. Donc au prochain conseil municipal, ça fera l'objet d'une délibération. Quelques informations financières. Le 14-03-2023 à 17h30, ce sera la CCID, donc la commission des impôts directs, qui va se réunir avec les personnes qui ont été choisies par monsieur le préfet. Le 21-03, donc vous pouvez déjà noter, à 18h30, ce sera la commission finances municipale. Donc même si vous n'êtes pas forcément sur la commission finances municipale, tout le monde est bien sûr convié à venir prendre connaissance du budget. Le 4-4, on aura à 18h30 la commission finances extra-municipale, donc elle concerne tous les Essertois qui souhaiteraient prendre connaissance du budget avant qu'il soit voté, pour avoir des explications qui soient peut-être un petit peu plus copieuses que celles qu'on présente en conseil municipal. C'est pour ça qu'on les fait, on n'aura que les chiffres.
Et le 11-04, nous aurons un conseil municipal où le sujet principal sera le vote du budget, hein, puisqu'il faut qu'il soit voté pour le 15 avril. En ce qui concerne le dossier antenne, la signature des documents est intervenue, les dépôts également. Donc le mandat court jusqu'en 2024 pour que la société Sistra puisse faire les études de positionnement au niveau de l'antenne, savoir si ça leur convient effectivement. Et là, on a eu dernièrement, on va vous faire un petit constat sur la travaux toiture et la verrière des Trois Pommes. Vas-y Alain, je te laisse. Donc le dossier toiture verrière avance doucement, mais sûrement, donc il n'y a rien qui est perdu. Hein. Je pense qu'on va finir ça après un an de bâche. On va peut-être avoir un toit définitif d'ici la fin de l'été, on va dire. Donc là, on a reçu des devis pour la rénovation du toit, refaire l'isolation du toit du multi-accueil. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres pour l'instant parce que je suis toujours au stade de devis. Et on a rencontré une entreprise en début de semaine, donc pas plus tard que hier matin, pour la rénovation de la verrière. Donc l'entreprise semble assez optimiste. C'est la première entreprise que je reçois qui me donne ce retour-là, donc ça fait du bien. Merci à M. Spadon. Merci à Jean-Pierre, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a trouvé cette entreprise. Donc on espère que bientôt avoir un devis correct et pouvoir lancer ensuite les travaux. Et donc là, pour finir sur les travaux de toiture, pour ceux qui sont un peu au courant, vous savez qu'on a, dans le cadre du multi-accueil, régulièrement, dès qu'il y a la moindre ondée qui tombe, on a de l'eau qui ressort au niveau du bâtiment. Donc en réalité, d'après les diagnostics qui ont été faits, c'est toute la toiture qui serait, la toiture du toit plat qui serait à reprendre, à la fois dans l'isolation et dans la bâche isolante qui s'est affaissée. Et le dernier sujet, là, qui a fait l'objet aussi d'une présentation publique jeudi dernier, c'est l'étude hydrologique sur la zone du Coudray. Donc là, je vais te laisser en parler. En fait, on avait fait faire une étude hydrologique sur le secteur suite à des réclamations de riverains qui se plaignent depuis plusieurs années d'avoir de l'eau dans leur garage ou sur leur terrain. Une piscine gratuite dans le sous-sol. Voilà. Donc, les points en bleu, c'est les points qu'on a répertoriés. Principalement, c'est à deux endroits différents, à deux endroits bien distincts. Une au niveau de la conduite de gaz. C'est les usages au droit de la voirie. Donc ça concerne. C'est un point où il y a une conduite de gaz qui passe en dessous. Et donc l'eau de ruissellement suit la conduite. Et donc sort au point bas. Elle ressort au point bas au niveau du blocage de la route. Voilà. Donc on a une résurgence d'eau. En réalité, l'eau pluviale suit la conduite de gaz dans le lit de sable et elle ressort à un moment donné quand elle est bloquée. Donc elle est bloquée au niveau de la route. Et l'autre arrivée de ruissellement, c'est les anciennes fortifications de la guerre. Et donc là, on a carrément un ruisseau qui sort de la forêt quand il pleut. Donc la solution donc on a fait faire une étude hydrologique sur tout le versant. Donc le bassin versant qui fait 140, enfin il y a 140 000 mètres carrés, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Et donc ça représente, c'est toute la partie en rouge. Donc l'idée c'est de reprendre les travaux sur le chemin qui est au-dessus des habitations. Le chemin qui est identifié en vert. C'est ça, hein? Non, pas tout à fait.
réalité, ils se sont rendus compte dans le dispositif qu'on avait, en réalité, on a 3 pentes. Voilà, avec une crête ici au milieu. On a une crête des 2 côtés, on en a une de l'autre côté, et le bassin versant qui finit ici au milieu. Et là, ça matérialise l'eau qu'on a ici. Et là, on a de l'eau là. Voilà. Donc en réalité, ils se sont rendus compte que sur la totalité, on a 3 bassins versants. Il y en a un qui part du haut, qui arrive ici et qui se déverse là-bas. Celui-là qui arrive là et qui se déverse ici. Et celui du milieu qui se déverse ici au niveau des habitations. Donc là, ça ne changera pas fondamentalement pour les résurgences, mais ça devrait permettre d'éviter toutes les eaux de ruissellement en modifiant légèrement la pente du chemin de telle façon à renvoyer l'eau ou à droite ou à gauche en fonction de l'altitude. Et on va traiter le reste de l'eau pluviale dans le cadre des tranchées qui ont déjà été exécutées. Donc ça ne changera pas pour les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les cavités, puisqu'on est en terrain karstique. Donc tout ce qui rentre effectivement dans les failles, il va bien falloir que ça ressorte, mais ça évitera d'avoir des résurgences complémentaires. Donc c'est le diagnostic qui a été fait, qui a été présenté au public jeudi soir. Des questions sur les informations qui vous ont été délivrées? Possible que j'ai été aussi clair que ça. Eh ben, je vous remercie. Donc le conseil municipal est terminé. Il faut faire voter, Max. Pardon? Oui. Oui, question du public, mais le conseil municipal, il est chaud. Le public a des questions? On n'a pas de... Claude, comme tu étais absente sur les votes, tu passeras donner ton avis. Le télétravail et puis la création de postes. Voilà. Les nouvelles sondeuses. Moyenne. Donc unanimité. Jacques, on ne va pas le revoir tout de suite. Parce qu'il y a plusieurs mois au moins sans qu'on voit, il est toujours à l'hôpital. Donc vous savez que M. Pelletier a eu un souci de santé relativement grave. Pour le moment, il est toujours à l'hôpital et on annonce une convalescence plus que mensuelle. Non. On peut peut-être dire 2 mots sur ce qui se passe ce week-end à SR. Bien sûr. Donc ce week-end, SR accueille la fête du timbre. C'est un événement national et ici dans le territoire, c'est organisé par l'Amicale Philatélique. Donc tout ça, ça va se dérouler sur le site de la mairie. Il y aura ici à la mairie 2 salles qui vont être occupées. Donc la salle du conseil, l'accueil et puis la salle du sous-sol. Et puis on aura aussi des choses qui se passeront au logis de l'amitié, en particulier au logis de l'amitié. Vous trouverez une buvette, de la restauration, des crêpes l'après-midi, lesquelles crêpes seront faites par les jeunes du Passado. Et donc du café le matin, des boissons en journée. Et ça fonctionne donc de 9h à 18h sans interruption, c'est gratuit. Alors au niveau des choses qui vont se passer, il y aura donc l'émission le premier jour d'un timbre sur le vélo. Il y aura un bureau postal temporaire tenu par Myriam en partie. Des ventes de souvenirs, des ventes de timbres, des expositions philatéliques. Il y aura une expo sur le Tour de France, une expo d'art ici qui sera ici sur le foyer culturel social d'Essert qui a mis à contribution son atelier d'art pour faire quelques peintures. Il y aura Bruno qui fabrique des petits vélos à partir de fils. Il prend un fil et avec ça il fabrique un vélo. Je vous encourage vraiment à venir le voir et c'est vraiment ce qu'il fait, c'est incroyablement joli. Il y aura les dessins des enfants, donc on a eu beaucoup d'enfants des écoles qui ont participé au concours de dessin et aussi des habitants, des adultes d'Essert qui ont fait des photos
Donc il y aura alors l'exposition de ce qui a été présenté, et puis au moment de l'inauguration aussi l'élection on va dire des gagnants des concours. Il y aura des bourses. Comment ? Qui auront leur timbre imprimé. Ah oui, ils auront leur timbre imprimé, les gagnants, oui, ça va être. Ils repartiront avec un souvenir unique. Il y aura des conférences philatéliques, il y aura une famille qui voyage à vélo, qui va venir donc le dimanche à 14h30 au sous-sol. Donc ce sont des gens qui partent en famille à travers le monde et qui font comme ça des grands périples. Donc ils avaient eu droit à un reportage sur TF1 et donc là ils nous font le plaisir de venir parler de leurs expériences. Donc vous pouvez venir les voir et échanger avec eux. Il y aura des cadeaux, des petits jeux. Et je rappelle donc restauration buvette au logis de l'Amitié. Voilà, donc le timbre est en fait à SR ce week-end et vous êtes invités, les conseillers, je crois, à venir à l'inauguration officielle qui a lieu à 16h. Donc j'espère que vous serez là au moins. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.